de réussir à conjuguer exigence sur les résultats et bienveillance sur les personnes. C'est une manière d'être, on va dire, dur avec les faits et doux avec les personnes. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skill Me Up. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Maisonnier. Raphaël est CEO et cofondateur de Faster Class. C'est un organisme de formation et de coaching spécialisé dans le management. Bonjour Raphaël. Salut Delphine, je suis enchanté d'être là avec toi aujourd'hui. Merci, je suis ravie de t'accueillir sur Skill Me Up parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de management. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît? Yes, avec plaisir. Je vais te prendre l'option 3 dates. Première date que j'aimerais prendre, c'est décembre 2020. Décembre 2020, ça a été le lancement de Faster Class. C'est une date qui a été structurante pour moi parce qu'elle réconcilie 2 de mes amours. Depuis que je suis assez jeune, mais suffisamment grand pour me dire tiens, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Déjà, je voulais créer ma boîte parce que j'ai dans ma famille des entrepreneurs et qu'ils m'ont fasciné par leur passion, par leur liberté, par l'aura qu'ils avaient, etc. Donc tout ça, ça m'a influencé, mais je me disais, punaise, j'ai envie de moi aussi d'être un entrepreneur. Et mon deuxième amour qui est l'éducation. Ma grand-mère était prof, mon parrain était prof, ma marraine était prof, j'ai un oncle qui est prof. Ils m'ont toujours dit ça, tout ce que tu te mets dans le crâne, personne ne pourra jamais te l'enlever, quoi. Ce que tu as dans ta tête, ça te servira toute ta vie. Et donc, en créant Faster Class, j'ai réconcilié l'entrepreneuriat et l'éducation au sens large avec la formation. Donc, ça a été un vrai truc structurant pour moi. La deuxième date, je vais choisir octobre 2023 parce que j'ai eu la chance de faire la Diagonale des Fous en famille et 2-3 amis très proches. La Diagonale des Fous, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ultra trail de malade mental. C'est 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif qui traverse toute l'île de la Réunion. Et pareil, là, il y a 2 dimensions pour moi qui sont importantes. C'est le côté sportif, défi, challenge, et il y a le côté famille. C'est un projet familial qui s'est monté sur 1 an et demi. Et donc voilà, d'avoir réconcilié ces 2 choses-là, l'importance de la famille et l'importance du sportif et des défis. Et enfin, la troisième date, c'est le 22 décembre 2024, parce que c'est la naissance de mon premier enfant, un petit Édouard. Et depuis, je vis une vie de jeune papa complètement gaga. Et d'ailleurs, la naissance de mon fils nourrit ma vie aussi de cofondateur de Faster Class, dans le sens où les deux s'inspirent mutuellement. Donc à la fois, alors qu'il déjà il est encore très très jeune, mais j'essaye de distiller des choses que j'ai vues en management grâce à Faster Class, que j'ai appris grâce à Faster Class dans mon éducation avec mon petit bout de chou. Et en même temps, il y a des trucs dont je me rends compte avec mon petit bout de chou qui me font penser à des choses que j'aurais pas pensé d'un point de vue managérial, quoi. Et donc les deux sont assez fascinants et ça me fait beaucoup réfléchir et beaucoup tourner les méninges ces derniers temps. Merci beaucoup pour cette présentation, Raphaël. C'est original. Mais au moins, on a les 3 facettes de toi, l'entrepreneur, le sportif et le papa. Voilà. Génial. Merci. Avec plaisir. Alors, tu le disais, les parallèles que tu fais entre ton activité professionnelle et en fait l'éducation de ton fils, même très jeune d'ailleurs, puisque si je calcule bien, il a 2 mois à peine, à la date, 2 mois aujourd'hui, à la date où on enregistre l'épisode. Quel parallèle tu fais en termes de management a priori, est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît déjà ou est-ce que tu peux le rapprocher d'une théorie connue ou est-ce que c'est des choses que tu intuites plutôt? Alors il y a les 2 choses. Il y a des choses que je vois déjà dès maintenant et que je vis malgré son très très jeune âge. Et il y a des choses où je me projette dans 2-3 ans, 5 ans, 10 ans, mais je suis déjà en train d'y réfléchir dès maintenant. Ok. Et dans ce que je constate dès maintenant, alors qu'il a à peine 2 mois, il y a toute la partie observation. Je constate en fait qu'il nous observe, mais tout le temps. Dès qu'on est dans son champ de vision, il nous voit, il regarde comment on agit. Il y a beaucoup de mimétisme. Quand on lui sourit, il nous sourit. Et je me dis en fait, quand on est manager, c'est pareil avec nos collaborateurs. C'est humain en fait d'observer ce qui nous entoure, quoi. Et d'où l'importance on entend souvent lead by example, donc voilà, de montrer l'exemple quand on manage, quand on a du leadership. Le leadership le plus puissant, c'est ça, c'est d'être par l'exemple, parce qu'il n'y a même pas des mots en fait. Il suffit juste de voir dans les attitudes, dans les petits gestes du quotidien. Donc ça, c'est un truc où je fais hyper gaffe quand on est autour de lui. Et c'est déjà ce que tu faisais quand tu étais manager, le côté exemplarité, c'était important pour toi? Ouais, c'est hyper important pour moi. Mais là, avec un enfant, c'est vraiment la prunalité, tu te rends compte à quel point c'est encore plus important que clair. c'était important, quoi. En gros, voilà. Il y a un truc que j'ai remarqué il y a pas très longtemps, d'un point de vue sécurité psychologique. Google avait fait une étude là-dessus qui était hyper connue.
de se dire mais quel était le facteur numéro 1 de performance de ces équipes et se sont rendu compte que c'était la sécurité psychologique, que les équipes qui avaient une grande sécurité psychologique performaient beaucoup plus que les autres. Et là, en fait, je me suis rendu compte de la même chose avec mon fils. Alors, c'est pas sur de la performance, Pas encore, mais pas encore. Évidemment, il est surdoué. Il a 2 mois, mais c'est déjà un HPI mais et tout c'est ça. déjà un génie, on le sait. Non, mais là où je voulais en venir, c'est au début, les premières semaines, on essayait de pas le prendre trop dans nos bras parce qu'on se disait mince, mais s'il est tout le temps dans nos bras, quand on voudra le coucher, il va pleurer parce qu'il sera trop habitué, etc. En fait, quand on faisait ça, on avait des pleurs de décharge le soir. Et à un moment, on s'est dit, mais attends, on va essayer, en fait, on va le prendre dans nos bras plus la journée, on va voir ce qui se passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se sent en sécurité psychologique. Il a sa dose d'amour et de sécurité psychologique pendant toute la journée. Mais le soir, maintenant, quand on le couche, comme il s'est senti en sécurité toute la journée, mais il fait plus de pleurs de décharge de malade le soir, quoi. Et donc la sécurité psychologique, même pour un bébé, en fait, qui a 2 mois, ça change complètement la donne, quoi. Et puis un dernier petit exemple sur ce que je constate aujourd'hui, et là ça fait écho à une théorie derrière de management par engagement versus management par soumission. On va parler feedback. En fait, depuis que mon fils a 5 semaines, quand je m'occupe de lui, il me sourit. Ben, du coup, je lui fais gousi-gousi sur le ventre et tout, et bam, il se tape des grosses barres. Et du coup, ben, moi, je suis content, et du coup, j'ai envie de continuer à m'occuper de lui. Et en fait, ça, c'est ancré en nous, c'est un feedback, un peu à la sauce star, situation, action, résultat. Donc la situation, c'est ben voilà, on est là posé sur le ballon de grossesse de maman, tu me mets sur les genoux. L'action, ben, tu t'occupes de moi, tu me fais des gousi-gousi-gousa. Et lui, sa manière de communiquer, c'est de sourire, mais en gros, en souriant, il me dit j'adore, je suis trop content, résultat ultra positif. Sous-entendu, bah, la prochaine fois que tu t'occupes de moi, refais-moi des gousi-gousi, et puis je serai à nouveau content et je te referai des sourires. Et donc ça me fait réfléchir d'un point de vue managérial, où je me dis, mais c'est dingue si un bébé de 5 semaines a le feedback positif ancré en lui, et que c'est un des premiers trucs qu'on développe. Après, je me suis renseigné et j'ai vu qu'en fait, c'est un des réflexes naturels qu'on développe hyper jeune pour créer l'attachement. Et si on a ça ancré en nous depuis le plus jeune âge, comment ça se fait que dans nos boîtes, on ne fait plus quasiment de feedback positif? Que ça soit perdu au fil du temps. Voilà. Toute une période où il fallait pas montrer l'impact que ça avait sur nous, donc les feedbacks, tu es là pour bosser, tu bosses bien, c'est normal, et on te fait remarquer que quand tu es pas au résultat, et là, on te faisait un feedback entre guillemets qui était plus du recadrage. Est-ce que tu penses que c'est lié à ça? Ouais, c'est complètement possible, mais je pense que c'est une grave erreur, quoi. Parce que le feedback, c'est... Alors là, je vais parler de la personne qui m'a le plus marqué de toute ma carrière, Stéphane Moriou, qui malheureusement est décédé il y a quelques semaines, qui était comme mon mentor et un très proche ami. Et le truc qui m'a le plus marqué, je pense, dans ma carrière, c'est l'équation de la performance. Donc c'est performance égale potentiel moins interférence. On va prendre une image pour simplifier la chose. Je veux faire Paris-Lille en voiture. Mon potentiel max, il y a 200 km, ma voiture elle peut faire du 200 km/h, bah, je fais Paris-Lille en 1 heure. Après, il va y avoir des interférences qui vont me ralentir. Ça va être les bouchons, le code de la route, des feux rouges, ma peur d'aller trop vite, etc., etc. Et ma performance globale va être mon potentiel max moins toutes les interférences qui vont me ralentir. Et donc en fait, avec le feedback, il y a 2 types de feedback à utiliser. Il va y avoir le feedback positif l'objectif c'est de maximiser le potentiel, et le feedback correctif dont l'objectif est de minimiser les interférences. Et avec ça, en fait, le feedback, c'est un formidable outil de performance. Et donc, si on fait plus de feedback positif, c'est pour ça que je disais que c'était une grave erreur, si on fait plus de feedback positif, en fait, on ne maximise pas le potentiel des gens. Le feedback positif, l'idée, c'est de dire, en fait, t'es peut-être pas au courant, mais moi, je viens de faire une observation, et je te dis qu'avec cette observation, tu as fait cette action, et ça, c'est un comportement qui gagne, parce que c'est grâce à ce comportement-là que tu as gagné. Sous-entendu, la prochaine fois que tu es dans la même situation, refais ce comportement, c'est un comportement gagnant, et tu vas reperformer. Et donc, ça permet de détecter quels sont les comportements gagnants, quoi. Donc, c'est génial, le feedback positif. Surtout que c'est hyper efficace de s'appuyer sur ses forces. C'est là où on a de l'énergie, en fait, on est bon, donc renforçons nos comportements où on est bon. C'est ça. Et alors justement, comment on peut faire pour transformer ça en termes de management au lieu de dire juste bon bah voilà, développer le feedback positif. Tu parlais tout à l'heure du management par soumission versus engagement. Est-ce que on peut faire le lien avec ça plutôt que d'être en soumission de quelqu'un devant lequel il faut paraître bon élève et corriger toutes ces petites erreurs versus quelqu'un qui a du leadership et qu'on a envie de suivre no matter what, tu vois. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Si on schématise, en gros, il y a 2 grands styles de management. On va avoir le management par soumission et le management par engagement. Le management par soumission, c'est un style de management qui existe depuis l'aube de l'humanité. L'homme des cavernes, celui qui cognait le plus fort sur l'autre, c'était lui le chef de la tribu, quoi. Et boum, je te soumets, et voilà. Donc, en gros, c'est un truc qui est ancré en nous. On peut pas dire que ça ne marche pas. Ça a fonctionné comme ça pendant des millénaires.
Et c'est un management qui est basé sur le fait de montrer ses attributs de puissance, d'avoir des signes extérieurs de richesse. C'est le manager qui va avoir la plus grosse voiture sur la place de parking réservée juste en bas de l'ascenseur, juste à côté de l'ascenseur pour monter au plus haut étage de la tour avec une superbe vue, etc. C'est un management par la peur qui divise pour mieux régner. C'est un management, on va donner beaucoup d'ordres, on va avoir de l'opacité, on va pas donner les informations à tout le monde. Donc ça, c'est le management par soumission. Et on va avoir un autre style de management qui émerge depuis une grosse cinquantaine d'années, qui est le management par engagement. Et là, c'est l'opposé du management par soumission. C'est-à-dire que c'est pas le plus fort forcément qui gagne, mais c'est quelqu'un qui va réussir à fédérer les gens, à les engager, qui au lieu de manager par la peur, va manager par de la confiance, qui au lieu d'être opaque et de cacher les infos, va être hyper transparent, va transmettre un max d'infos pour que les gens puissent agir dans la bonne direction, qui au lieu de donner des ordres, va donner des feedbacks, mais un feedback, c'est un cadeau, donc la personne est libre de l'accepter ou non et d'en faire quelque chose ou non. Et ce que j'ai appris et ce que en fait je suis en train d'envisager avec mon fils, c'est qu'en fait l'un n'est pas forcément mieux que l'autre. Il ne faut pas être que soumission ou que engagement. C'est Trouver le bon équilibre, en fait. trouver le bon équilibre. Et je dirais qu'en gros c'est du 90-10, c'est-à-dire que 90% du temps il faut que je sois dans de l'engagement, lui faire des feedbacks, après il en fait ce qu'il veut, etc. Et de susciter l'envie en fait chez lui. Puis s'il fait une bêtise, j'ai pas envie qu'il ait peur de moi et qu'il n'ose pas me dire qu'il a fait une bêtise et qu'il me cache des choses et qu'il me mente. En même titre qu'en management, j'ai pas envie que mes collaborateurs me mentent, me cachent des choses. J'ai envie qu'ils me disent quand ça va pas et que je puisse les aider. C'est exactement la même démarche. Et c'est pas infantilisant en fait. Ça, c'est juste une démarche d'humain et de bien se comporter en société, d'intelligence collective, de faire émerger les problèmes, quoi. Donc 90% du temps, c'est du management par engagement et ça permet d'avoir une performance élevée et un engagement élevé à long terme. Et puis 10% du temps, ça peut arriver. C'est la crise. Il faut agir vite. J'ai besoin d'un résultat tout de suite. C'est pas le moment de discuter. On n'est pas là pour réfléchir. C'est moi le chef. Et c'est comme ça. Et management par soumission. Et donc, ouais, un capitaine de bateau dans la tempête, il n'est pas en train de demander aux autres où est-ce qu'ils veulent aller, est-ce quelle voile ils veulent mettre. Là, à un moment, c'est comme ça et ça file, quoi. Il y a 90% d'engagement et puis 10% de soumission quand faut résultat court terme. C'est moi le chef. Faut qu'on avance, tac, 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 on discute pas. Ouais. Ça marche bien à l'échelle d'un manager, mais à l'échelle d'une entreprise. Donc toi, en tant que CEO dans ton entreprise, si tu as différents managers qui ont des styles différents, comment tu fais pour justement les orienter vers ce bon équilibre? Parce qu'ils peuvent être chacun attachés à leur mode de préférentiel, on va dire, tu vois. Est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre pour que l'entreprise de l'extérieur, au vu des nouveaux entrants notamment, soit attractive en termes de management au niveau global? Ouais. Alors là-dessus, j'ai deux choses à dire. La première, c'est nous, on a fait un code de culture chez Fasterclass avec des valeurs qui sont très clairement établies. Et ensuite, on dit ce que veut dire cette valeur en expliquant vraiment. Donc à chaque fois, on a la valeur en une phrase. Ensuite, on a la petite description en 3 lignes. Et après, on a un exemple de bon comportement et un exemple de mauvais comportement. Donc personne ne peut dire j'ai pas capté ce que c'était que la valeur. Et donc chez Fasterclass, personne ne peut se faire licencier, etc. entre guillemets. Le seul truc où ça peut chauffer, c'est si quelqu'un ne respecte pas les valeurs. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, c'est de renforcer la culture du feedback. Parce que la culture du feedback, ça permet de dire faire un feedback correctif quand il y a des interférences qui se glissent et que ça commence à couiner. Faire un feedback positif quand un comportement a été hyper apprécié et a permis d'obtenir de bons résultats. Et donc de renforcer les bons comportements et de diminuer les mauvais. C'est vraiment les 2 points que j'ai en tête. Ça, c'est bien. Et alors, comment tu interfères quand il y a eu une erreur, quelque chose qui s'est produit, une mauvaise réponse à un client, ou enfin un petit loupé, quoi? Comment tu gères ça? Quand il y a un loupé, ma reco, c'est de faire le feedback le plus possible à chaud. Parce que plus on attend pour résoudre un problème, plus ça va prendre du temps de le résoudre, plus il va y avoir des non-dits, des choses comme ça, plus ça peut prendre de l'ampleur. Alors que si dès qu'il y a un petit déviement, un petit truc, ah tiens, attends juste, je te le dis, t'es ok que je te fasse un feedback vite fait à chaud, la personne généralement dit oui, vas-y, dis-moi, et boum, on dit, et voilà, il dit ouais, pour la prochaine fois, essaie plutôt de faire comme ça, et ça se passera sûrement encore mieux. Ça permet de pas en faire une montagne, d'agir vite, et l'affaire est direct effacée, quoi. Et après, s'il y a des gens où là, ça devient compliqué, vraiment, vraiment compliqué, c'est rare que j'ai dû en arriver à là. Alors là, j'ai tout un processus pour réussir à bien me séparer des gens. Si jamais ça doit aller jusque-là. Mais c'est un processus où, en gros, j'ai des branches pour se rattraper et qu'on n'arrive pas jusque-là. Et donc, pour y arriver, en fait, c'est un truc en 3 étapes. 3 étapes sur 2 mois. Première étape, rendez-vous de cadrage. Grosso modo, les résultats sont pas là. Enfin, voilà, il y a un truc ça marche pas. Il faut qu'on change. Constat. Et c'est comment on fait pour que du coup ça marche. Parce que généralement quand ça marche pas, moi je suis au courant, mais la personne aussi elle sent qu'elle a pas les résultats escomptés. On est tous au courant quoi. Mmh. Voilà, ça marche pas. Bon, comment on fait pour que ça marche? Et là je dis écoute, moi je suis complètement ouvert. Quelle solution tu proposes? Et on se met d'accord sur ces solutions et on se donne un mois
pour y arriver. Et donc, dès la fin du rendez-vous, on planifie le rendez-vous de bilan à mois+1. Et donc, dans un mois, on se revoit et on fait le bilan de est-ce que ça a marché, les solutions proposées. Parfois, ça marche, et ça, c'est génial. Parfois, ça marche pas. Et donc, quand ça marche pas, au point bilan un mois plus tard, là, dans ce cas, ça n'a pas marché. Donc, maintenant, on va faire avec mes solutions. Donc là, c'est moi qui propose et qui dit, on a fait tes trucs, ça marche pas, on va faire ma méthode. Et puis, on refait le bilan dans un mois. Et puis, si dans un mois, ça a marché avec ma méthode, fantastique. Et puis, si ça n'a pas marché avec mes méthodes, là, ça devient un peu comme une évidence que si ce que la personne propose, ça marche pas, ce que moi, je propose, ça marche pas, faut qu'on trouve une solution entre adultes et on finit par se séparer, quoi. Mais ça permet que ce soit ni trop abrupt, ça permet aussi que la personne, elle ait le temps de processer que elle, ça marche pas, que moi, ça marche pas. Une fois, j'en suis arrivé à là, et en fait, au moment de faire le call, au bout de 2 mois, la personne m'a dit, j'ai trouvé un job ailleurs et machin et tout ça. Et donc, elle-même, elle s'était mise dans le process de, OK, on n'y arrive pas, en fait. C'est l'histoire de la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Et puis ça laisse le temps à la personne de prendre conscience ou d'essayer des choses. Et puis bon, voilà, comme tu dis. Voilà, c'est pas du jour au lendemain, je vais la voir, je dis écoute, Delphine, franchement, ton boulot, c'est ni fait ni à faire, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Ça a rien à voir, quoi. Ça a rien à voir, je te l'accorde. Un des objectifs en tant que manager, c'est quand même de rendre son collaborateur autonome et favoriser son développement. Est-ce que vous avez mis en place des choses en interne pour justement, un peu comme pour les enfants finalement, toujours ce même parallèle, on construit quand on est parent l'éducation de son enfant pour le rendre autonome. Donc en tant que manager, on essaye aussi de les monter en compétences pour les rendre autonomes et élargir leur périmètre de compétences. Comment ça se passe chez vous? Là où ça peut être le plus intéressant, c'est comment nous on fait chez nos clients. Parce que c'est là où on a le plus de managers qui passent entre nos mains vu qu'on forme au management. Déjà, petit disclaimer, avant de dire quoi que ce soit, je voudrais dire que j'ai conscience qu'être manager, c'est un très très beau métier, mais c'est aussi un métier très 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 complexe. Qu'est-ce qui fait le sel des meilleurs managers? On s'est rendu compte qu'il y avait 5 dimensions. Des dimensions qui peuvent paraître à la fois antinomiques et qui, alors qu'elles paraissent antinomiques, il faut réussir à les conjuguer. Et c'est ça qui est hyper dur. Par exemple, il faut réussir, et tout ce que je vais dire d'ailleurs, ça marche avec mon enfant plus tard quand j'y réfléchir, mais d'être à la fois exigeant et bienveillant. Et en gros, souvent on va entendre ah non mais lui il est trop exigeant, il est pas assez bienveillant. Sous-entendu en fait il s'en fout de nous quoi. Ou alors ah il est trop bienveillant mais du coup il est en fait sous-entendu il est hyper laxiste, il est pas exigeant, il est complaisant etc. Non, il faut réussir à être à la fois exigeant et à la fois bienveillant. Bienveillant en fait c'est vouloir le bien de l'autre, mais donc de lui dire quand ça va pas c'est aussi pour son bien. Donc mais de réussir à conjuguer exigence on va dire sur les résultats et bienveillance sur les personnes. C'est une manière d'être on va dire dur avec les faits et doux avec les personnes. Ça, c'est une première dimension qui a l'air antinomique qu'il faut réussir à conjuguer. La deuxième, c'est, on va dire, permission et protection. Permission, c'est-à-dire de permettre la prise de risque, de permettre que les gens tentent des choses, etc. Et en même temps, quand tu prends des risques, parfois, il y a les risques, ça te retombe dessus. Et donc, de protéger l'équipe quand ça se passe pas si bien que prévu. D'avoir le juste équilibre. D'un côté, il faut aussi réussir à challenger, et en même temps à soutenir. Donc, si je suis tout le temps dans le challenge, je vais te rendre folle. Et en même temps, si je suis que dans le soutien mais que je challenge rien du tout, je vais pas te pousser vers l'excellence. Donc challenger et soutenir. Avoir du courage et de l'empathie. Il faut savoir dire les choses. Je dois avoir le courage de dire les choses. Tout se dit tant que c'est bien dit. Il faut qu'en même temps j'ai de l'empathie et que j'arrive à comprendre ce qui s'est passé, à bien dire les choses, etc. Et de pas être un gros enfoiré. Ok, j'ai beaucoup de courage, mais en fait, je suis juste un sale con, quoi. Ça va pas. Ça va pas. Voilà. Et ça, c'est super dur aussi, avoir le bon dosage. Et enfin, le dernier dosage, dont on a parlé tout à l'heure, c'était soumission et engagement. Où là, c'est pas du 50-50. Là, c'est le seul où c'est plutôt du 90-10, tu vois. Tous les autres, c'est avoir le juste milieu. Là, c'est avoir le par défaut engagement et de réussir à activer le mode soumission une fois de temps en temps quand c'est vraiment nécessaire. Et donc, tout ça, c'est ce qui fait le sel des meilleurs managers à mes yeux. Et pour y arriver dans un contexte où les managers sont au four et au moulin et n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps de se former parce qu'ils n'ont déjà même pas le temps, en fait, de faire leur job. C'est comment on prend le temps d'en gagner en se formant. Et comment est-ce que nos formations, ok, on prend le temps d'en gagner, mais on en prend le moins possible pour en gagner le plus possible. Donc avoir le plus d'impact possible en un minimum de temps. L'expérience de formation la plus classique possible, normalement, c'est je veux former 10 managers, je fais venir un formateur, je le mets dans une salle et je rassemble mes 10 managers avec lui et il y a une journée de formation et c'est terminé, bonsoir à la fin de la journée. En théorie, c'était cool, on a appris plein de trucs, mais en pratique, on n'a pas eu d'ancrage dans les pratiques, on n'a pas eu d'ancrage dans la durée et une semaine plus tard, le quotidien a quand même repris pas mal ses droits et l'impact est assez faible. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est maintenant on a quand même plein de nouvelles technologies. Une journée, c'est égal à 7 heures. Donc, on va se dire qu'on a le droit de prendre 7 heures aux gens pour les former. Comment est-ce qu'on va articuler ces 7 heures? On va se dire sur les 7 heures, on a le droit à 1 heure de théorie, mais pas plus. Parce qu'après, pour ancrer dans le temps et dans les pratiques, il faut de la pratique. Et donc, on a 6 heures de mise en pratique et 1 heure de théorie. Et comment est-ce qu'on a fait ça?
La théorie, on a fait des petites capsules vidéo à regarder avant chaque atelier de mise en pratique. Si par exemple une formation au feedback, si j'ai pas la théorie de comment je fais un feedback avec la méthode STAR, l'équation de la performance et tout ça, à l'atelier, je viens et puis en fait, au lieu de faire des feedbacks, je te fais des compliments, des reproches, des ordres déguisés, des évaluations, etc. En fait, je vais pratiquer comme un gros caca et je vais pas faire des feedbacks. Donc ça sert à rien. Donc petite théorie avant. Et après, on a 4 ateliers de 1h30 de mise en pratique. La mise en pratique, c'est vraiment sur les gens qui pratiquent avec leur contexte, leur quotidien. Donc j'ai un atelier sur comment donner du feedback. Ils bossent sur un feedback positif et un feedback correctif qu'ils vont donner à leurs collègues. L'atelier d'après sur comment demander du feedback, donc sur quel sujet, à qui, comment je le demande, comment je réagis une fois qu'on me l'a donné. Parce que si je réagis comme un pied, c'est la dernière fois que la personne va me faire un feedback. C'est clair, c'est vrai. Donc voilà, donc il y a tout ça, on bosse aussi sur nos réactions, machin. Après, on a un atelier sur c'est quoi les routines de feedback que je mets en place dans mon équipe. Comme ça, tu vois, une fois que la formation est terminée, bah, ça perdure. Parfois, il faut recréer une nouvelle routine. Mais parfois, en fait, dans nos routines, il y en a qui sont déjà bien. Et donc, en fait, on peut juste amender une routine déjà existante, mais ça évite de recréer une routine de plus qui devient surchargée à l'agenda. Donc voilà, c'est de la pratique ancrée dans le quotidien des gens. Et donc, au total, tu as 4 fois 1h30. 1h30 toutes les semaines, tac, tac, tac. Tu as 6 heures de pratique et les petites capsules au total avant chaque, 1 heure au total. Et donc, ça te fait 7 heures. Et c'est là où il y a une grosse diff avec quand tu as que du e-learning. Quand tu as que du e-learning, il y a LinkedIn Learning qui a sorti une étude dessus. Il y a 4% des e-learning où les gens vont jusqu'au bout. Seulement 4, taux de complétion. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Voilà, taux de complétion, 4%. Donc c'est ridicule. Nous, avec notre système où on alterne, j'ai les chiffres en tête de 2023, j'ai pas encore fait ce 2024, mais 2023, on était à 93% de complétion, en prenant en compte les vidéos plus les présences aux ateliers. D'accord, ouais. Tu vois, et donc on a ce format-là qui fait que ça marche super bien, parce que les gens, ça leur est utile. Ils se rendent compte que, oh putain, c'est dans mon quotidien. C'est ça. Ouais. Je vais mettre mes routines en place, je vais demander tel feedback, je vais. Et ils peuvent le transposer directement après, à la fin de tous les ateliers, en fait, du parcours. Ils peuvent tout de suite le mettre en œuvre. Ouais. Exactement. Et après, on a aussi un community manager Fasterclass. Il suit chaque personne de chaque groupe individuellement pour s'assurer que chaque personne a vu les vidéos avant l'atelier. Sinon, il envoie un petit reminder sympa. La veille de l'atelier, il dit « Je vous rappelle qu'on se retrouve tous demain, voici le lien, etc. etc. » Ouais, il les chouchoute tout au long du parcours, quoi. Il les chouchoute, on laisse rien au hasard. Faut pas que les gens ils oublient. Voilà, on essaie de créer une espèce de communauté apprenante avec le groupe qui se revoit toutes les semaines pendant un mois. C'est vraiment hyper bien. Comment vous mesurez l'efficacité? Au-delà du taux de complétion, est-ce que vous avez un moyen de mesurer l'efficacité de l'impact de ces formations? On a créé un indicateur qu'on a appelé le SEI, comme satisfaction, engagement, impact. On n'a pas été chercher très loin. Donc satisfaction, on se dit à la fin de chaque chapitre en ligne, on demande une note sur 5 étoiles. Et à la fin de chaque atelier d'1h30, on demande une note de satisfaction sur 5 étoiles. Donc là, au cumulé, on est à 4,5 sur 5 en moyenne sur l'année de satisfaction. C'est quand même pas mal. Enfin, moi, je me dis, je vois ça sur Allociné, je me dis, c'est le film de l'année, quoi. Donc, donc c'est quand même cool. L'engagement, je t'ai dit, on était à 93% d'engagement, taux de présence plus visionnage des vidéos. Et après, l'impact, on était à 83%, donc plus de 8 personnes sur 10 qui disent avoir changé au moins une pratique suite à la formation. Et après, on demande quelle pratique et tout, on va chercher des verbatims. Ouais, c'est pas que du déclaratif. C'est pas oui, bien sûr, ça a marché, non. Non, c'est oui, et si oui, qu'est-ce que vous avez changé? Donc ça reste du déclaratif, mais c'est pas juste oui, donc on va fouiller un peu C'est derrière. illustré, ouais, voilà. Voilà, c'est illustré. Et donc ça, on le demande à la fin de la formation, après un mois de formation. Donc on est à 83% de gens, sur des soft skills, je suis pas sûr que, tu vois, si on fait juste une journée de formation et après on dit est-ce que vous avez changé des pratiques depuis? Et le truc qui est assez important, c'est notre community manager qui, lui, est évalué sur la maximisation du SEI. On sait que les RH, ils sont débordés. Les responsables formation, les L&D managers, et ça, ils sont débordés. Ils ont autre chose à faire que de suivre est-ce que chacun a fait la formation, est-ce que machin, et ça. C'est pas hyper gratifiant pour eux. On le prend à notre charge. Et en plus, qu'on a quelqu'un dont c'est le métier, on a un vrai suivi. Et on décharge les RH de ce sujet-là. Et à la fin, nous, avec toutes ces datas qu'on a récoltées tout au long de la formation, de satisfaction après chaque séance et tout ça, d'engagement et d'impact, on fait un rapport d'impact qu'on remet au client. Et donc comme ça, il sait exactement comment s'est passée la formation. Bon, là, moi, je crois que je vais aller voir si je peux pas m'inscrire à un petit atelier, là, parce que ça donne envie, tout ça. Il y a toujours des trucs à apprendre, je me dis. Merci beaucoup, Raphaël. Avec plaisir. Je te propose maintenant de passer aux questions signature du podcast. Alors, ma première question traditionnelle, c'est comment fais-tu ta veille? Alors ma veille, j'ai 2 moyens de faire ma veille. La première, c'est avec LinkedIn. Je suis très très présent sur LinkedIn. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez aller sur mon LinkedIn, vous allez voir
publie des post-it souvent avec des petits trucs. On les des petits voit, tes enseignements. post-it, j'adore. Voilà. Et donc ma veille, je suis des personnes qui font la veille pour moi. Donc par exemple Pierre Monclos, qui partage beaucoup de choses. Il y a aussi Lobna Kalejane sur l'IA. Enfin là, il y a plein de gens sur de la veille qui sont top. Donc LinkedIn, ma première source. Ma deuxième source, c'est j'ai créé un club formation où j'ai dedans que des DRH, des L&D managers, responsables formation, que je réunis toutes les 6 semaines. Et c'est eux en fait qui s'apportent de la valeur entre eux. Et donc ils partagent les nouveautés, leurs besoins, ils se répondent entre eux, etc. Et en fait, à la base, j'ai fait ça pour mes clients, ma communauté de clients. Et après, ils ont coopté un peu d'autres personnes. Donc tant mieux pour eux. Et eux, du coup, ça me permet de me faire ma veille aussi, d'être au contact du client avec ses besoins, etc. Est-ce qu'il y a une formation qui a eu un impact sur toi particulier et pourquoi? Vu tout ce qu'on s'est dit pendant le podcast, je pense que je peux pas faire l'impasse sur la formation feedback qu'on a faite avec Stéphane Moriou. Je recommande à tout le monde d'aller lire son bouquin Feedback, le pouvoir des conversations. Cette formation a changé ma vie, à la fois dans la gestion de ma boîte avec mes associés, à la fois d'un point de vue perso, de comment je communique avec mes amis, ma famille, ma femme, et l'équation de la performance. Performance égale potentiellement interférence. Ça a l'air de rien, et en fait, ça s'applique à tellement de choses. C'est un truc qui m'est resté, quoi. Super. Je mettrai le lien vers le livre de Stéphane pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Ce serait mon petit hommage. Si tu pouvais donner un seul conseil à un DRH ou un responsable de formation, ce serait lequel? Je pense que si jamais vous avez un projet de formation qui concerne vos managers, Le mec, il va faire sa pub. le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de nous mettre dans la boucle parce que ça ne vous engage à rien. Je suis sûr que ce qu'on vous proposera, vous ne serez pas déçus. Quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Raphaël? Depuis 6 mois ou 1 an, on fait beaucoup de webinaires gratuits et à la fin de ces webinaires, on partage des petits cadeaux. Ces dernières fois, on a fait beaucoup de tests gratuits. Fin janvier, on a fait un webinaire sur le disque, on a fait un test disque gratuit, alors qu'il y a pas mal de boîtes qui le font payer par exemple. En 3 semaines, on a eu plus de 1000 personnes qui ont passé ce test. Et donc là, on est en train de faire un nouveau test autodiagnostic pour les managers qui le souhaitent, qui sera gratuit aussi, qui va sortir dans quelques jours, sur les 5 dimensions dont je t'ai parlé. Quel point j'arrive à allier exigence et bienveillance, permission, protection, change, soutien, courage, empathie et soumission, engagement. Alors, c'est pas encore sorti, mais peut-être que ça sera sorti quand le podcast sortira. Ce sera accessible sur notre site complètement gratuitement et puis vous pourrez voir un peu où vous en êtes et vous auto-évaluer et puis ce sera juste pour vous et voilà. Que ça ne nous engage pas derrière à prendre une formation chez vous. Non, pas du tout. C'est pas le faux cadeau. Non, Ça zéro. marche. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une suggestion d'invité pour un prochain épisode de Skill Me Up? Je pense à 2 personnes selon tes envies. Ok. Première, c'est Pauline Monestier, qui est notre experte gestion du temps chez Fasterclass et qui pratique aussi l'éthiomédecine. Donc elle aura beaucoup de choses à te partager. J'adore discuter avec elle. C'est une bouffée d'oxygène. Et une autre personne à laquelle je pense, c'est Marc Urbain, qui est un de nos formateurs coach, qui lui s'est spécialisé dans l'équicoaching. Il a tout plaqué, il a racheté un centre équestre et il fait de l'équicoaching avec ses chevaux. Lui et sa femme, ils font ça. T'as eu l'occasion d'en bénéficier ou pas encore? Non, pas encore. Il est en Belgique. Ah, il est en Belgique, ok, ça C'est va. pas juste à côté, mais un jour je finirai par Par y le mettre les pieds. tester, quoi, ouais, par tester ça. Ouais, ça m'intrigue beaucoup. Ouais. Ok, et ben écoute, on arrive à la fin de cet épisode, Raphaël. Je voulais te remercier pour tous ces éléments que tu nous as partagés, notamment sur le management, les parallèles que tu as pu faire avec la parentalité. Je trouve ça assez intéressant. Et en plus, tu vas voir comme ça va se réaliser au fur et à mesure que ton enfant va grandir. Tu vas pouvoir nous dire, on reviendra dans 2 ans, là, tu verras la période du non. Avec plaisir pour la V2. Et tu nous diras si tu as pu appliquer les 5 dimensions du management avec lui. Ouais. Ah, c'est trop drôle. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments. Et puis, moi, ça m'a donné aussi envie d'aller faire l'auto-diagnostic sur votre site, là, sur les 5 dimensions. Quand ce sera sorti, tu me fais un petit coucou et j'irai le faire. Bon, en tout cas, Delphine, avec grand plaisir aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast avec toi. J'étais pas sûr que j'allais autant partager d'ailleurs sur mon fils, sur Stéphane, etc. Donc vraiment, c'était un grand plaisir. La V2, quand tu veux, quand il aura la période du non. Et, on aura sûrement d'autres tests à vous partager d'ici là. Ça marche, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'était un épisode très sympa et très spontané. Donc merci beaucoup, Raphaël. À bientôt, au revoir. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.